Merci. Euh, donc je vais tout de suite dévoiler le suspense. Il y a deux leviers, économique et militaire. Mais tout d'abord, peut-être important de définir cet espace post-soviétique, ou ce que la Russie appelle encore son étranger proche. Donc il est issu de la désagrégation de ce qui fut un empire colonial, comme nous l'a fort bien rappelé ce matin Céline Maranger. Fin 91, à la dissolution de l'URSS, qui comptait 15 républiques fédérées. Dès le départ, 3 d'entre elles, les pays baltes, Estonie, Lituanie, Lettonie, refusent de faire partie du nouveau club qui est la communauté des États indépendants. Donc il reste 12 États. Sur ces 12 États, 4 d'entre eux, tout en restant membres du club, choisissent de tisser entre eux des liens plus étroits pour former ce qu'on appelle le GUAM. Donc le GUAM, c'est Géorgie, Ukraine, Azerbaïdjan, Moldavie. 2 autres pays qui sont producteurs d'hydrocarbures, le Turkménistan et l'Ouzbékistan, conservent neutralité au plan militaire et autonomie économique. Il reste donc 6 pays, et ces 6 pays, c'est le noyau dur que forment la Russie et ses 5 plus proches alliés. Donc on voit bien comment ça s'est effiloché, et ça permet de revenir aussi à ce sentiment de déclassement évoqué ce matin. Donc la Russie s'y accroche à ce noyau dur, et elle a formé petit à petit 2 organisations, une organisation militaire et une organisation économique de ces 6 pays que vous avez donc sur la partie gauche de la diapositive. Alors c'est loin d'être homogène, puisqu'en fait on a 2 groupes de 3 pays. On a d'un côté 3 pays qui sont économiquement développés et qui possèdent militairement, que ce soit sur le plan de l'équipement, de la formation, de l'entraînement, des capacités plus solides. Donc c'est et des pays qui sont limitrophes de la Russie, donc la Russie avec la Biélorussie et le Kazakhstan. Et puis 3 autres pays qui, eux, sont des pays montagneux, enclavés, dépourvus de ressources énergétiques autres que l'hydroélectricité, et qui ont sur leur territoire des bases militaires russes qui stationnent. Donc on a là une première alliance, l'alliance militaire qui s'appelle l'Organisation du traité de sécurité collective, l'OTSC, qui est une organisation qui s'est construite petit à petit, voulant se faire un peu le pendant de l'OTAN, avec une charte, un traité qui comporte une clause, l'article 4, d'assistance mutuelle. C'est un peu le pendant de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. C'est une organisation militaire qui possède un état-major unifié permanent à Moscou et qui a un réservoir de forces dédié, c'est-à-dire que chacun des 6 pays a un certain nombre d'unités qui sont dédiées pour participer à d'éventuelles opérations, et d'abord pour les exercices qui se tiennent régulièrement. Et puis, il y a un réservoir plus particulier, plus opérationnel, qui est celui des forces collectives de réaction rapide. Alors jusqu'à présent, ça n'a fonctionné qu'une fois, en janvier 2022, donc suite à l'invocation de l'article 4 par le président kazakhstanais, à l'époque où son pays connaissait un état insurrectionnel particulièrement grave. Mais depuis, il y a eu le 24 février, et donc depuis, eh bien, l'organisation de traité sécurité collective est plutôt en mort cérébrale, pour reprendre une expression qui avait été utilisée pour une autre organisation il y a quelques années. Et en fait, on peine à savoir quels vont être les exercices qui auront lieu à l'avenir, en tout cas sûrement pas des opérations. En ce qui concerne cet article 4 d'assistance mutuelle, il aurait pu être invoqué au moins à 2 reprises au cours de l'année 2022. D'abord, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, suite donc en septembre 2022, suite à la reprise des combats. Cette fois-ci, les forces azerbaïdjanaises ne sont pas concentrées leurs efforts que sur le territoire de l'enclave du Haut-Karabakh, mais sont allées carrément contre du territoire arménien. Donc, pour le coup, l'Arménie pouvait invoquer cet article 4. Lettre morte, Moscou n'a pas souhaité s'engager dans la résolution de ce problème, autre que par un appel au calme. Le deuxième épisode, toujours en septembre 2022, c'est la reprise des combats sur le territoire du Kyrgyzstan, autour d'enclaves tadjiques, donc dans la vallée de Fergana, où là on a donc 2 États qui sont membres de l'OTSC, et donc il n'y a
pas eu de la part de la Russie d'autres réactions que, là une fois encore, un appel au calme. Donc cette alliance militaire, à l'heure actuelle, elle est plutôt en arrêt, calme plat. En ce qui concerne l'organisation économique, l'Union économique eurasiatique, Evrasès, c'est une zone de libre-échange avec donc la liberté de circulation des biens, des services, des personnes, des marchandises. C'est particulièrement utile pour la Russie qui peut ainsi filtrer les produits importés de l'extérieur. C'est aussi un moyen de s'assurer de la main-d'œuvre. Pour la Russie qui manque de main-d'œuvre, un pays démographiquement en perte de vitesse, le fait d'avoir sur ces chantiers des travailleurs migrants venant essentiellement du Kyrgyzstan et surtout du Tadjikistan, c'est important. Donc c'est la délivrance des permis de travail. Accessoirement, ces travailleurs migrants peuvent être aussi recrutés comme soldats dans l'armée russe, moyennant l'attribution de la citoyenneté russe. Oui, je vous remercie. Vous avez évoqué les bases militaires russes finalement hors Russie. Quel rôle jouent-elles sur cette influence et dans la région? Alors, vu de Moscou, ce sont des pions sur la carte. C'est important, mais c'est aussi pour montrer à l'extérieur, au reste du monde, que la Russie a encore des points d'appui dans sa zone d'influence. Il faut dire que la sécurité du flanc sud de la Russie, ça avait été une préoccupation assez rapidement après le début des opérations en Afghanistan, où la Russie avait montré une grande solidarité vis-à-vis des États-Unis, notamment, avait ouvert son espace aérien et son espace terrestre au transit de troupes. L'opération n'était pas censée durer très longtemps, il fallait des centres de transit qui soient au plus proche des opérations, et donc c'est ainsi que s'étaient installés en Ouzbékistan, au Tadjikistan, au Kyrgyzstan, des détachements militaires américains, allemands, français et d'autres nations européennes. Ce qui, rapidement, avait été assez inquiétant pour la Russie, qui a souhaité donc restructurer les bases militaires qu'elle possédait et en ajouter une autre, d'ailleurs, au Kyrgyzstan. Alors, vu des pays hôtes, la question reste ouverte, surtout depuis le 24 février 2022, date du déclenchement de l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine. En effet, donc, plusieurs conflits se sont ravivés, c'est certain. Les forces russes présentes ne sont pas mises en œuvre. Et l'argument selon lequel, à chaque fois qu'un des gouvernements de ces pays demande à la Russie d'augmenter sa contribution, donc en fait veulent augmenter le loyer, veulent renégocier le bail, les Russes généralement ne sont pas très généreux et disent oui mais nous vous remboursons en termes de sécurité. Or, ce n'est pas forcément le cas. Sécurité extérieure, pas sûr. Donc une vraie question qui reste ouverte. Il semble donc que la Russie, qui est toute concentrée sur son action, son opération militaire en Ukraine, se déleste un peu sur son flanc sud, là où elle sent une moindre menace de la part de l'OTAN. Donc ça, c'est une chose. À ces éléments qui sont une conséquence directe sur l'attitude russe dans ces marges sud, il y a un phénomène qui a pris de l'ampleur depuis septembre 2022, suite au décret de mobilisation partielle en Fédération de Russie. C'est l'arrivée de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers d'hommes russes, d'abord dans les pays limitrophes comme la Géorgie et le Kazakhstan, pour après partir éventuellement dans d'autres pays comme le Kyrgyzstan. Ces jeunes hommes sont diplômés, ont un pouvoir d'achat qui est supérieur à celui de la population locale. Ils n'ont aucun mal, puisqu'ils sont qualifiés, à trouver un emploi et ils participent, sans forcément le vouloir, à une spéculation immobilière sur le foncier locatif. Donc ça, c'est très mal accepté par la population locale, de plus en plus. Donc déjà des pays qui avaient
un sentiment de méfiance vis-à-vis de la Russie, parce que ce n'est pas facile d'être son voisin direct, ont un sentiment de désamour qui est plus prononcé de ce fait-là. Dans des villes, des grandes villes comme Almaty, Bishkek, Tbilissi, les loyers sont devenus très difficiles, très élevés et très difficiles à payer pour les gens. Donc on peut ajouter à ça que la Russie a, je dirais, comme disait un opposant russe il n'y a pas tellement longtemps, une caractéristique essentielle de pays exportateurs de gaz, de pétrole et de chaos.